Bonjour, on est Audrey Muraté, Adi Nectar, Laurent Ardian et moi-même, Alejandro Sotillo. Et on va vous présenter le projet Evolville qui s'est déroulé au laboratoire Images Ville Environnement de l'Université de Strasbourg en collaboration avec l'Eurométropole de Strasbourg. Dans ce projet, on s'est posé la question centrale, quels sont les mécanismes de réponse des plantes aux conditions environnementales urbaines? On a compris les conditions environnementales urbaines comme un gradient multidimensionnel d'urbanisation. Autour de cette question et de ces gradients multidimensionnels, on a posé des hypothèses par rapport aux réponses auxquelles on s'attendait. Tout d'abord, une extinction locale, donc l'espèce disparaît le long du gradient d'urbanisation et cela donne comme résultat une récomposition des communautés. Soit des modifications de la morphologie, des traits fonctionnels des individus de cette espèce le long du gradient d'urbanisation, une modification réversible qui n'est pas transmise à la descendance. Et finalement, on peut observer en théorie des procès de microévolution qui aboutissent à une adaptation locale, c'est-à-dire des modifications de la morphologie, des traits fonctionnels qui sont hérités, qui sont transmises aux générations suivantes, ce qui aurait des conséquences sur l'évolution à long terme. C'est pour ça qu'on considère que par rapport à l'extinction locale ou à la plasticité, des événements d'adaptation locale ont des conséquences plus profondes à long terme. Et c'est à cause de ça aussi qu'on a fait un expériment qui cherche des évidences, des preuves d'adaptation locale chez les plantes. Alors, pour donner réponse à nos questions, on a pris deux approches. D'un côté, l'approche population par espèce individuelle, où on a comparé les fréquences et les valeurs des traits fonctionnels des populations qui sont placées à des différents points du gradient environnemental. Et d'un autre côté, l'approche communauté, où on a comparé les richesses spécifiques ainsi que les valeurs moyennes des traits fonctionnels des communautés, des plantes herbacées, des sites le long de ces gradients. Le gradient environnemental urbain, c'est toute une collection de gradients de variables environnementales avec lesquelles on voulait définir des classes, on peut les appeler des formes urbaines par exemple, basées sur des variables pour lesquelles on a des preuves qu'elles ont une influence sur les valeurs de biodiversité qu'on a étudiées. Donc, quel gradient environnemental urbain a-t-on étudié? On a capturé des variables paysagères ainsi que des variables locales sur 60 sites herbacés placés tout à travers de l'Eurométropole de Strasbourg. Pour les variables locales, on a tout d'abord classé les sites dans des catégories des pressions de gestion basées sur les fréquences de fauche, s'il y a de l'export du matériel qui a été fauché, etc. On a fait des analyses des sols, notamment de la structure et de la fertilité. On a retenu les variables pourcentage de sable et pourcentage d'azote pour la structure et pour la fertilité. Et pour le microclimat, on a décidé de retenir une moyenne de température nocturne pendant toute une année pour illustrer l'effet îlot de chaleur. Pour les variables paysagères, on avait extrait toute une collection de variables, la compacité du bâti, qui est le volume total du bâti divisé par la surface totale bâtie dans une zone tampon autour du site d'étude, ainsi que d'autres variables comme la densité des routes, la densité humaine ou la quantité et continuité de la végétation, basée sur le NDVI, qui est une mesure capturée par image satellitale, dérivée d'image satellitale. Mais finalement, on a trouvé que pour notre étude, toutes ces variables étaient très fortement corrélées
et on voulait faire des analyses par régression linéaire. Donc, on a retenu juste la variable de la compacité du bâti pour faire nos analyses sur les traits fonctionnels des plantes. Alors, je parle de traits fonctionnels parce qu'on a voulu trouver des réponses en termes de survie, de croissance et de reproduction. Donc, on a analysé les variations dans la fréquence des 4 espèces d'études à travers nos sites, ainsi que des valeurs des traits comme l'épaisseur de feuilles, l'hauteur maximale, la taille des fleurs, la masse des graines et les taux de germination associés à ces réponses. Ça, c'est pour l'approche par population, mais aussi pour l'approche par communauté. On a comparé la richesse spécifique et des traits comme l'hauteur maximale, la durée de la floraison et la proportion d'espèces entomophiles, c'est-à-dire d'espèces végétales qui sont fertilisées, pollinisées par des insectes, et la proportion d'espèces vivaces. On a voulu trouver des preuves d'adaptation locale. Et pour faire cela, dans l'approche par population, on a tout d'abord analysé les variations dans les traits fonctionnels par rapport au gradient environnemental dans les sites d'études, c'est-à-dire in situ. Et après, on a fait pousser des graines dans des conditions égales dans un jardin, dans le jardin botanique de l'université. Et on a observé si les mêmes tendances qui étaient trouvées dans les populations sauvages se reproduisaient dans les plantes qui étaient descendantes de ces populations. Si on avait des tendances qui se reproduisaient dans les jardins botaniques, on avait trouvé des preuves d'adaptation locale. Si on ne les avait pas trouvées, mais on avait trouvé quand même des tendances dans les populations sauvages, ça veut dire qu'on avait des preuves de réponse plastique, de la plasticité phénotypique. Alors, je vais vous donner quelques exemples de résultats qu'on a trouvés chez les populations. Tout d'abord, on a trouvé que pour une espèce, le plantain lanceolé, la fréquence augmente à des pressions de gestion plus fortes. Et au contraire, pour une autre espèce, le dactyle, la fréquence diminue jusqu'à atteindre des niveaux d'extinction locale à des niveaux de pression de gestion plus fortes. Par rapport à la fertilité des sols, le trèfle a répondu de façon très intense et très claire. On a eu une diminution de la taille des fleurs ainsi qu'une diminution de l'hauteur, donc de la taille de la plante, avec une augmentation de la fertilité des sols. Et dans les cas de la masse des graines, on a trouvé des preuves d'adaptation locale. Donc la masse des graines diminue dans les sols plus fertiles et cette diminution est héritée par les générations descendantes. Donc elle est codée, normalement, elle serait codée génétiquement. On a aussi trouvé des preuves d'adaptation locale par rapport à l'effet îlot de chaleur, donc à la température des sites. Dans des sites plus chauds, le dactyle a montré des tailles de la plante plus petites. Et ceci s'est reproduit dans le jardin commun. Donc, les plantes sont plus petites parce qu'il y a une influence génétique sur la taille de la plante héritée. On a aussi trouvé plein de réponses plastiques dans la taille des plantes par rapport à la compacité du bâti. Par exemple, le plantain et le trèfle étaient plus petits dans les sites plus chauds. Alors, les résultats des communautés. Ceci est juste un exemple des résultats qu'on a trouvés chez les communautés. Par exemple, en réponse à l'îlot de chaleur, à l'effet îlot de chaleur, on a des plantes, on a des communautés qui montrent une moyenne des tailles des plantes plus petites et au contraire des durées de floraison plus longues. Et ce qui est intéressant à regarder,
chez la durée de la floraison, c'est que dans les sites les moins chauds, on a moins de diversité entre sites dans la durée de la floraison moyenne de la communauté. Donc on a des plantes qui sont considérées comme plus spécialisées. Si on a les plantes qui fleurissent pendant des périodes plus restreintes dans l'année, sont considérées généralement plus spécialistes que des plantes qui fleurissent pendant des périodes très longues, comme la pâquerette qui fleurit presque pendant toute l'année. À mesure qu'on avance dans les températures moyennes nocturnes des sites, on voit que les sites commencent à s'enrichir avec des espèces plus opportunistes jusqu'à une certaine valeur où les espèces spécialistes ne sont plus présentes et on ne trouve que des sites avec des longues durées de floraison, donc avec des espèces opportunistes. Par rapport à la richesse spécifique, on a trouvé une claire réponse à la pression de gestion, surtout dans les niveaux, que dans les niveaux plus intenses de gestion. Et par rapport aussi à la fréquence des fauches. Donc, dans les milieux de gazon fortement soumis à de la gestion, si on augmente la fréquence des fauches, on réduit la richesse. Finalement, la réponse à la compacité du bâti est, par exemple, une diminution de la proportion d'espèces trouvées dans les sites qui sont pollinisées par des insectes. Donc, dans des quartiers, dans des sites qui sont entourés par du bâti plus grand, plus volumineux, on trouve moins d'espèces pollinisées par des insectes. Peut-être parce qu'il y a moins d'habitat pour les insectes ou moins de connectivité. On ne peut que spéculer à ce niveau. Donc, en résumé, on a trouvé des réponses dans les fonctions de survie, croissance et reproduction, dans les niveaux population, communauté, à tous les gradients qu'on a étudiés par rapport à l'environnement urbain. On a trouvé des réponses de plasticité, donc réversibles, ainsi que d'adaptation héritable. Et donc, les 3 mécanismes de réponse des plantes aux gradients urbains ont été documentés dans notre étude. On a vu de l'extinction, de la plasticité et de l'adaptation. Basé sur ces résultats, on a pris nos variables environnementales, on a créé un espace multidimensionnel et on a fait une analyse des composantes principales pour grouper nos sites d'études en 4 catégories, A, B, C et D. Ces 4 catégories se distinguent tout d'abord la catégorie A et D en une catégorie qui a des plus basses températures, plus basse compacité et plus basse pression de gestion, comme dans la photo d'en haut, en contraste avec une catégorie D qui a tout le contraire, de forte pression de gestion, forte compacité du bâti, haute température nocturne, et on voit qu'il y a un gradient de richesse, taille des espèces, taille des plantes, proportion des spécialistes et proportion de plantes pollinisées par des insectes entre ces 2 sites, avec le site A, avec des valeurs plus favorables de toutes ces variables. Après, on a 2 autres catégories, B et C, qui se distinguent non pas par rapport à la pression de gestion, la compacité du bâti ou l'effet îlot de chaleur, mais dans les variables pédologiques, les variables du sol, des structures et des fertilités. Les sites B se caractérisent par des sols très fertiles, trop riches en azote, et les sites C se caractérisent par des sols déstructurés, riches, avec une forte proportion de sable.
Dans les sites B, l'enrichissement en azote s'est traduit par des plantes plus petites et des fleurs plus petites. Et dans les sites de type C, le fait que le sol soit déstructuré se traduit surtout sur les traits de la taille de la fleur, qui est en général plus petite. Donc voilà, tout ça c'est nos 60 sites classifiés dans notre 4 classes qu'on voit agrégés un peu par quartier, mais pas complètement. On a aussi des zones où les différentes classes se trouvent un peu adjacentes. Voilà, on propose cette façon de classifier des sites herbacés pour créer des formes urbaines depuis la perspective de la prairie ou la friche urbaine, qui sont basées sur des variables qu'on a prouvées qui ont une rélevance, enfin une pertinence comme explicative de la variation dans la fonction écologique, dans la composition des communautés et donc dans la biodiversité. Voilà, maintenant je laisse Nadine vous parler. Oui, je vais être rapide. À l'image de Dijon ce matin, moi je voudrais remercier l'équipe qui est venue nous proposer ce projet pour rapprocher voilà, le monde des chercheurs et le monde des collectivités. Donc moi je travaille pour l'Eurométropole de Strasbourg et merci à Baume bien sûr de permettre aussi en soutenant ces projets qu'ils se réalisent. Concrètement, au niveau de la collectivité, cette étude nous a permis en fait de changer le regard qu'on avait sur les espaces herbacés et de pouvoir communiquer auprès de nos collègues sur ces espaces. Je l'ai mis, c'est un peu provoque et c'est fait exprès, les usages herbacés sans usage et fonction, c'est vraiment comme ça que sont vus les espaces en ville. Ce sont des dents creuses, ce sont des espaces qui ne servent à rien et ce sont des espaces où on peut faire des choses. On a lancé une étude avec l'agence d'urbanisme pour préparer notre modification du PLU. L'étude avait vocation à identifier les zones végétalisées à protéger dans le PLU. Au fur et à mesure, le nom de l'étude s'est transformé en potentiel de densification. Au final, on parle de la même chose, identifier les zones végétalisées, mais on voit bien tout de suite que la finalité n'est pas la même. Donc voilà, ce changement de regard, il est important. Là, on voit qu'il se passe des choses, qu'il y a des richesses dans ces sites. Le deuxième niveau d'information qui est intéressant, c'est qu'on a des retours sur les pratiques de gestion qui sont appliquées sur ces sites, sur les aménagements qui sont réalisés aux abords, et on voit que sur ces compétences qui sont le propre des compétences de la collectivité, donc ce que l'on fait, ça agit sur la flore, ça agit sur ces milieux, et donc on a des moyens de faire les choses différemment et d'essayer d'améliorer le fonctionnement écologique de ces espaces. Et pour le coup, les choses ont beaucoup été dites déjà ce matin et dans les éléments de contexte aussi, avec ce contexte du ZAN où effectivement, donc ok, il faut arrêter de s'étendre, il faut arrêter de grignoter des terres agricoles ou naturelles, il faut densifier, reconstruire la ville sur la ville. Pour le coup, on reconstruit la ville sur les espaces végétalisés, sur ces dents creuses, espaces herbacés. Et pour donner juste un exemple très pratico-pratique, donc on a une modification du PLU qui est en cours et on a un avis défavorable des services de l'État sur notre modification, car en voulant protéger les espaces végétalisés, en fait, on ne construit pas assez et on ne répond pas aux objectifs de création de logements sur le territoire. Et pour le coup, ça nous pose vraiment question parce qu'on a essayé, voilà, on a un PLU qu'on modifie au fur et à mesure et qu'on essaye d'amender sur ces questions voilà, de fonctionnement écologique, la lutte contre les îlots de chaleur, avoir des villes qui puissent être juste respirables demain. Et là, pour le coup, on se retrouve là avec un peu des paradigmes. Alors oui, on peut monter en hauteur. Sur Strasbourg, la hauteur passe encore assez bien. Sur les autres communes de l'Eurométropole, la hauteur de bâti est encore très difficile à faire passer. Voilà, donc pour le coup, c'est vrai que j'en associe un peu à un pavé dans la main parce que je pense qu'il faut qu'on y travaille collégialement où demain, effectivement, on n'aura plus aucun espace végétalisé. Et pour rejoindre les propos de Thomas aussi, il faut de la surface au sol pour pouvoir après y faire des choses et des pratiques vertueuses. Mais là, pour le coup, on ne va pas du tout vers ça et on va nous demander au contraire de plus construire ces espaces. Et pour l'ouverture. Merci. Oui, on voulait aussi vous parler des perspectives de ce projet, puisque maintenant, grâce à Baume, on a réussi à mettre en place un observatoire de la biodiversité de ces espaces herbacés à Strasbourg sur 60 sites. Ces 60 sites, ils vont certainement évoluer avec le temps, mais avec l'aménagement urbain, mais on va continuer donc ce projet en continuant donc les aspects, notamment l'aspect communautaire au niveau des communautés végétales,
On avait aussi donc un volet sur l'aspect génétique. Vous voyez cette structuration assez classique de la biodiversité en termes d'échelle de perception. Et donc cette échelle génétique, c'est au niveau de tout ce qui est évolution non adaptative, en termes de flux de gènes, en termes de barrières de dispersion. Donc c'est quelque chose qui est en train d'être analysé sur 23 populations pour la luzerne lupuline et pour le plantain lancéolé. Et ça nous permettra de répondre à des questions, donc, comme je le disais, de diversité génétique, de différenciation génétique par rapport à nos gradients environnementaux. Ça nous permettra aussi de voir quel est l'impact de la gestion, notamment la fauche répétée, sur la capacité des plantes à se reproduire et brasser leur diversité génétique et donc potentiellement s'adapter à l'environnement. Et la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on va poursuivre donc sur cet observatoire à long terme avec un volet écosystème, donc tout en haut de cette échelle de perception, qui va nous permettre d'élargir donc nos observations à d'autres communautés sur des marqueurs non invasifs, puisque ce sera principalement par rapport à des identifications acoustiques de communautés d'oiseaux, de chiroptères et d'orthoptères. Merci Audrey. Et qui sera donc mis en place dans les 3 prochaines années sur nos 60 sites. Voilà. Et bien sûr, notre projet, c'est aussi beaucoup de monde impliqué, beaucoup d'étudiants qui nous ont aidés, beaucoup de partenaires, et donc encore une fois, on les remercie. Voilà. Merci. Merci bien. Du coup, l'autre équipe revient à la barre. Est-ce qu'il y a des questions pour l'une ou l'autre équipe? Oui, là-bas. Merci beaucoup pour vos interventions qui étaient très intéressantes. Moi, je me demandais si dans la manière dont vous aviez approché les formes urbaines, vous aviez aussi pris en compte certains facteurs de satisfaction résidentielle et si ça pouvait avoir des liens avec la manière dont les espaces sont gérés, parce que j'ai dans l'idée que des habitants qui sont plus impliqués aussi, c'est peut-être une gestion plus intelligente de ces espaces-là. Et du coup, est-ce que vous aviez pu mesurer vraiment cet impact plus d'implication, parce qu'on sait qu'il y a certaines formes urbaines qui favorisent plus ou moins des liens pour les habitants. Merci. Oui, alors je peux donner un élément de réponse. Nous, en fait, on a travaillé sur tout le programme avec des groupes d'habitants, des associations habitantes qui ont suivi vraiment dès le départ tous les relevés, qui étaient là aussi pour nous ouvrir les parcelles de jardins privés, qui étaient présents pendant les terrains, etc. Donc on a quand même une bonne vision, une bonne accroche avec le tissu habitant, les acteurs habitants de ces tissus. Et en fait, on se rend compte que ce qui nous a vraiment aidé, c'est d'avoir leur vision, leur mode d'habiter dans ces tissus, de comprendre en fait leur interaction avec le vivant, leur perception, les modes de gestion en réalité, qui se passent vraiment là quand nous, on ne pouvait pas être là tout le temps. Donc on a déjà cet aspect connaissance de l'hyperlocal et voilà du résidentiel domestique à proprement parler. Après, sur le long terme, on les a invités à chaque fois au rendu. Il y en a qui sont plus ou moins fidèles et qui reviennent, etc. À long terme, l'idée, voilà, ce serait d'aller peut-être faire des rendus dans chacun des tissus résidentiels auprès des habitants et idéalement, mais bon là on est à la fin du programme, ce serait que ça reboucle avec des initiatives par la suite, quoi, de changement de pratique au niveau de la gestion, parce que c'est vraiment le paramètre numéro 1 qu'on a identifié. Voilà, donc il n'y a pas de lien direct entre notre étude et la mise en place de ces pratiques, mais il y a quand même un terreau qui est là et qui est prêt à réagir et qui est intéressé. Donc après, il faut juste le temps, le financement, etc., quoi.
Non, concrètement, on n'a pas mesuré le lien avec les pratiques de gestion, puisque l'objectif du programme BAUM, c'était quand même de travailler plutôt sur les compositions et configurations des formes et de laisser de côté un peu la partie gestion qui avait été déjà explorée dans d'autres travaux de recherche. Donc on sait que ça a une influence sur la diversité aviaire, mais là on ne l'a pas remesuré dans nos tissus résidentiels. Alors, je ne sais pas si c'était aussi dirigé vers nous, mais nous, donc, le contact, il est surtout avec les gestionnaires. C'est la plupart des espaces qu'on étudie, c'est des espaces publics ou par des entreprises, mais pas des jardins privés. Et donc, on est pas mal en contact avec ces gestionnaires, puisque chaque année, on a des interviews avec eux pour savoir quelles sont les pratiques. Et en retour, on leur fournit un bilan avec site par site, quelle diversité, quel type de sol. Ils vont avoir un retour sur le microclimat. Et donc on espère que ces allers-retours vont aller vers des évolutions de leurs pratiques. Et c'est justement un peu l'idée de la suite de ce projet, Écouter la ville, qui est dans le cadre de cet observatoire, non seulement suivre les effets du temps sur ces sites, mais aussi les changements de pratiques sur ces sites qui sont peut-être pour certains liés à ce que l'on construit avec ces gestionnaires. Bon, moi j'ai des questions en ligne. Il y a plus de 320 personnes qui nous suivent, donc vous voyez qu'on a un très très grand amphi. Pour Morphobiote, une question sur est-ce que vous tenez compte des anfractuosités dans le bâti? Pas vraiment, non. On n'a pas mesuré le nombre d'infractuosités, etc. Mais c'est quand même forcément déjà dans le choix des tissus qu'on a étudiés. On a forcément des tissus plus anciens sur lesquels on a des hypothèses là-dessus. Oui, on a regardé les matérialités en fait, des formes architecturales qui nous permettaient de voir s'il y avait des matériaux qui étaient propices à créer des cavités, des anfractuosités pour des habitats à la vie faune. Et c'est en ce sens que les architectes, et au travers du prisme historique, l'ont observé. Je rappelle quand même que ce n'est pas uniquement le tissu historique qui offre des anfractuosités. On a aussi des formes contemporaines dans l'écoquartier, avec des caches, des niches dans les redans, dans les balcons, sous les panneaux photovoltaïques des toits plats, etc. Donc en fait, on a aussi des résultats surprenants dans ce sens-là. D'accord. Un peu dans le même genre de question, c'est la notion de compaction. Alors, compaction, c'est peut-être pas le bon terme. Le compactage des sols, est-ce que c'est pris en compte à un moment donné dans qu'on parle de fauche ou qu'on parle de... Est-ce que c'est une variable qui à un moment donné apparaît ou pas du tout? Alors, on n'a pas mesuré en tant qu'indicateur ça, mais ce que je peux dire, il y a deux choses. C'est qu'on a travaillé avec un botaniste qui a fait des relevés et qui a pu, par ses relevés naturalistes, identifier les essences qui sont propres à des sols plus ou moins compactés, etc. Donc il y avait toute une discussion autour de ça. Et puis il y a aussi la dimension histoire, continuité temporelle, de savoir est-ce que ce sont des sols d'origine, est-ce que ce sont des sols qui ont été complètement chamboulés lors de la construction du site, etc. Et donc là, on a aussi des différences de compactage de sol par rapport à... qu'on a essayé de comprendre dans notre approche qualitative de ces tissus. Ok. Oui, juste pour rajouter sur la compacité, donc nous on a, donc Alejandro il a dit, on a fait pas mal d'analyses de sol, dont une analyse qui était la densité apparente, donc à l'aide de petits cylindres pour évaluer justement la compacité par la fréquentation par exemple. Mais on a choisi parmi toutes ces mesures de conserver ces deux valeurs, pourcentage de sable et d'azote, parce que ça, justement, ça résume bien toute l'information que l'on a mesurée. Puis une question, je ne suis pas sûr que vous puissiez répondre, c'est plutôt pour les archis et les gestionnaires. Est-ce que maintenant la tendance de tout traiter les ZAC en macro-lots change le type de résultat? Alors ça, je ne suis pas sûr que vous soyez capable de répondre. Je pense que peut-être qu'il y a plutôt des archis ou des urbanistes qui auront peut-être l'occasion. Je ne sais pas si vous avez une idée.
On laisse la question en suspens. Oui. Nous, on a quand même juste un élément de réponse sur l'écoquartier Toulouse où ça a été un des paramètres clairs de discontinuité, mais je le disais tout à l'heure, dans la gestion des lots, mais aussi de discontinuité spatiale, puisqu'il y a des limites entre chaque lot, et finalement aussi de forme de conception, c'est-à-dire que c'est des équipes de concepteurs à chaque fois différentes, donc qui font émerger des formes différentes, et finalement on se retrouve face à un morceau de ville hyper fragmenté, quoi, alors qu'il a été construit à peu près à la même époque, et qu'il y a quand même un plan guide, un cahier de spécification, etc., mais c'est assez morcelé. Élément de réponse, non? Non, c'était à peu près ça. Enfin, nous, pour le coup, c'est très dense. Les AC où on a des macro-lots, on se retrouve avec des monstres de bâtis. Moi, je dirais pas que c'est très positif non plus. Là où on aurait pu avoir une vision d'ensemble et peut-être une meilleure intégration d'enjeux un peu supra, on ne le retrouve pas en fait au final. Oui, ça pose quand même la question un peu de la gestion et des acteurs et du projet. Et effectivement, c'est à une des échelles qu'on n'a pas abordé de front, je pense, dans les équipes, mais qui est à souligner. Et notre grand témoin, il faut qu'il le note. Bon, je vous remercie beaucoup. On va passer à